Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto sur Go. Alors aujourd'hui, on va voir un package qui va nous permettre d'interpréter du JavaScript directement dans un code Go. Alors, premièrement, on va se faire notre petit fichier main. Alors, comme d'habitude, package main. Je sais pas pourquoi il me propose ça. Et puis, on va se faire la fonction main, qui sera notre point d'entrée. Et puis, je vais faire un import. Ouais, voilà, on va faire ça comme ça. Alors, dans un premier temps, vous allez récupérer le package. Donc, vous chopez, comme d'habitude, pourquoi il me prend tout? C'est pas grave. Vous faites un copier. Vous ouvrez un terminal. Vous faites go get. Et puis, vous mettez seulement, si toutefois, il va bien vouloir s'enlever. Voilà. Voilà, seulement cette partie-là. Donc comme d'habitude, go get GitHub Robert Crimen Auto. Alors éventuellement vous pouvez faire un -u si il est déjà installé et que vous voulez le mettre à jour. À partir de là, il suffira simplement de l'importer. Alors GitHub git .com/Robert Crimen Auto. Voilà, on va prendre Auto. Donc maintenant, comment ça fonctionne? Alors, en fait, Auto, c'est une machine virtuelle. Donc son fonctionnement va être très simple. On va se créer une nouvelle machine virtuelle. On va appeler Auto. Et dessus, on va appeler la méthode new. Alors ici, il va nous falloir du JavaScript maintenant. Alors pour ça, le JavaScript, en fait, ça va être du texte. Je vais utiliser les backticks. Donc c'est Alt-GR et le 7, enfin le E accent grave. Une fois, deux fois, voilà. Et les backticks, ça va nous permettre d'avoir du texte sur plusieurs lignes. Donc maintenant, maintenant je vais pouvoir faire var a égale 1, par exemple. Voilà, je vais mettre des... Voilà, var b égale 5. Et ici, je vais faire un console log de... Alors, on va faire ça, on va faire... Hop. La réponse est 2 points. Et puis, je vais ajouter ici plus. Je crois qu'il faut mettre une parenthèse si je veux pas que ça foute le bazar. Plus A plus B. Voilà, on va faire quelque chose de tout simple. Hop, je vais revenir là. Et maintenant, si je fais VM. Donc je vais invoquer la machine virtuelle qu'on a créée plus tôt. Et je vais faire run. Pour lancer quelque chose dans cette VM. Et qu'est-ce que je vais lancer? Je vais lancer mon code JavaScript. Tout simplement. Voilà. Donc, si je... Voilà, j'ouvre un terminal. Je fais go run main go. Voilà. La réponse est 6. Donc, on voit que j'ai interprété mon JavaScript directement dans mon code Go. Alors attention, les performances, c'est pas du truc de foufou. On n'est pas sur du V8. Mais ça peut être très utile si vous voulez une application qui soit scriptable. Vous pouvez comme ça intégrer le JavaScript en tant que langage de script. Alors là, pour l'instant, c'est vraiment le minimum. On a pris du JavaScript qu'on a interprété. Mais on va pouvoir interagir. Et c'est là tout l'attrait de la chose, c'est qu'on va pouvoir interagir avec
le code JavaScript. Alors une petite chose, c'est que pour l'instant Auto n'est pas compatible avec le S6. Bon bah là jusqu'ici c'était bien sympathique, mais là on n'a pas fait grand chose. On a fait, voilà, on a juste fait tourner un petit bout de JavaScript, mais c'est pas foufou quoi. Donc, ici ça nous sert pas à grand chose. Maintenant imaginons que B, je veuille le CT directement depuis Go. Et bien à ce moment-là, je peux faire vm.set et on voit que set prend deux paramètres, il prend un nom et une valeur. Donc en fait, on va pouvoir setter des variables depuis Go. Donc ici, ce qu'on va faire, on va vouloir setter la variable B. Et puis qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit qu'on voulait lui donner une valeur, et cette valeur, eh bien, c'est 6. Oui, on va mettre 6 pour la différencier de tout à l'heure. Voilà. Maintenant, je relance mon code. Et voilà, la réponse est 7. Donc on voit bien que dans mon code JavaScript, je n'ai plus B. Pourtant, je lui demande de faire l'addition de A plus B, et il n'y a pas de souci, hein, il me le fait. Si maintenant je mettais une variable intermédiaire, donc ici je vais venir là, je vais faire var c égale A plus B, donc on va faire exactement la même chose, hein. Et ici, eh bien on n'aura plus besoin de ça, on va juste mettre, on va concaténer avec C. Bien, donc maintenant je veux récupérer C dans mon code Go. Donc je vais pouvoir setter des variables dans ma machine virtuelle. Après, je lance mon code. Et une fois que ce code est lancé et interprété, je vais pouvoir récupérer des variables à l'intérieur. Je ne pourrai pas y avoir accès tant que on n'aura pas fait un VM run de ce code-là. Donc ça, c'est assez important. Vous allez vous retrouver sinon avec des variables qui seront à 0. Donc ici, il faut bien lancer le code, il faut lancer l'interprétation. Hein, ici, on interprète le code. Et après, une fois qu'il est interprété, on peut récupérer des variables. Donc comment on fait ça? Bien, c'est très simple. On va appeler ça variable C. Alors, variable C, il y aura une erreur aussi. Donc ici, on la bypass, hein, comme d'habitude. Et on va faire vm.get. Et on va lui passer le nom. Alors vous voyez, hein, il nous renvoie une value et une error. Et il nous demande un nom. Et bien le nom, c'est tout simplement le nom de la variable. Donc là, j'ai récupéré ma variable. Alors, voilà, si on reste dessus, on voit que la variable C, elle est de type value. Donc ça, c'est pas un type qu'on connaît. C'est pas un int, c'est pas un float, c'est... Voilà. Donc c'est un type particulier. Donc moi, ce que je voudrais, c'est récupérer un entier. Alors pour cela, on va refaire une autre manipulation. Donc on va appeler ça value, hein, qui sera la valeur finale, la valeur de C, sous forme d'un entier. Et donc on va prendre variable C, qui est de type value, et dessus on a tout un tas de méthodes. Donc on a des méthodes pour vérifier si c'est tel ou tel type, et on a 4 méthodes ici, qui sont la méthode toBoolean, toFloat, toInteger et toString. Alors on voit que boolean c'est pas un problème. Par contre float et integer ici c'est des 64. Je pense que sur un système 32 ça doit être des 32. À vérifier. Mais de toute façon voilà, c'est des 64. Donc attention, si vous voulez récupérer par exemple un int 8, il faudra convertir. Là, on récupère des int 64. Ou une string. Donc, on va faire toInteger. Voilà. Donc là, je vais récupérer un entier depuis cet objet-là, qui est de type value. Et maintenant, je vais pouvoir l'utiliser. Donc, je vais faire un println. Je vais pas passer par FMT, on va pas s'embêter. Println de value. Voilà. Et donc maintenant, alors est-ce que println pourra le... Ouais, on va voir ça, s'il peut le gérer. Oui. Donc voilà, donc ici on met la réponse est 7, parce que c'est le résultat de notre code JavaScript.
Et par contre ici, le deuxième print line, on voit bien que c'est le résultat du code Go. Donc on a récupéré, depuis JavaScript, on a récupéré des valeurs, voilà, contenues dans cette variable. Alors ouais, on voit que c'est un petit peu, c'est pas super simple, mais ça fonctionne quand même. C'est un petit peu complexe parce qu'on récupère un objet qu'il faut retransformer. Enfin, c'est pas complexe, c'est un petit peu plus long que si on pouvait le récupérer directement. Par contre, alors, quelque chose qu'on va essayer en live. Voilà, to float. Est-ce qu'il me le convertira en float? Ça, je l'ai pas essayé. Hein. Ouais, oui. Donc ça, c'était bien sympathique. Mais maintenant, qu'en est-il des fonctions? Alors, je vais enlever mon print. Alors, on va recommencer quasiment à zéro. Voilà. Donc on va pouvoir aussi interagir avec des fonctions dans Go. Parce que là, avec la méthode qu'on a vue, on peut envoyer des variables et on peut en récupérer. Donc on pourrait très bien injecter ici des paramètres via des variables, l'injecter dans notre code JavaScript. Donc dans ce code-là, on ferait tourner une ou plusieurs fonctions et on renvoie le résultat qu'on récupérerait via une variable qu'on récupérerait dans notre code Go comme on vient de le voir. Mais maintenant, qu'en est-il si je veux piloter, en quelque sorte, des fonctions qui existent dans Go depuis JavaScript? Alors, pour ceci, eh bien, on va utiliser toujours set. Donc, set va nous permettre, on a dit, ça nous permet, donc on donne un nom de variable et puis on lui donne sa valeur. Mais il ne faut pas oublier qu'en JavaScript, on peut avoir quelque chose comme ceci, par exemple, var ma fonction qui serait égale à bon bah là je vais le faire en ES6 hein, mais voilà, qui serait égale à une fonction. On a ce genre de choses. On peut stocker des fonctions en fait des fonctions anonymes dans des variables. Donc en fait c'est ce principe là qu'on va utiliser ici. On va donner un nom de variable et on va dire que cette variable elle est de type, elle est de type fonction. Alors on va commencer par faire une fonction qui va s'appeler sayHello. Alors elle sera de type fonction, hein, on est d'accord, on va se faire une petite fonction anonyme. Alors là vous n'avez absolument pas le choix. Pourquoi je veux pas? Voilà. On va appeler ça call. Alors là, pareil, donc ça reste une fonction normale, vous l'appelez comme vous voulez. Par contre, le type sera un type particulier qui va s'appeler auto function call. Et pareil, vous aurez un retour qui s'appellera auto value. Donc votre fonction, elle se présentera toujours comme ceci. Et cette fonction, elle recevra un ou plusieurs paramètres. Donc call, on l'a appelé call ici, hein, je vous avoue que c'est ce qu'il y avait dans l'exemple et puis donc que j'ai gardé. Mais en fait, call, ce type auto function call, ça représente l'ensemble des arguments. C'est-à-dire qu'on peut pas lui spécifier le nombre d'arguments qu'il y aura dans cette fonction. Il peut ne pas y en avoir, mais elle devra toujours se composer comme ceci. Et en fait, il y aura une liste d'arguments qui seront là-dedans. Et on pourra, on le verra, on pourra itérer sur ces arguments. Simplement, on ne pourra pas les nommer, on ne pourra pas, voilà. C'est un ensemble d'arguments. De 0 à plus l'infini. Et pareil pour le retour. Il y a automatiquement ceci qui représentera le retour et qui sera de type auto-value. Donc la fonction sera toujours comme ceci. Donc on va voir justement comment utiliser ces différents éléments. Alors ici, comment on va faire notre petite fonction? Eh bien, on va juste se faire une petite fonction qui va, comme son nom l'indique, sortir un hello world. Donc on va faire fmt. Voilà, je vais importer le package fmt. Donc cette fonction, elle fera un print line de hello world.
Voilà, c'est tout ce qu'on veut qu'elle fasse. Donc en utilisant set, on va la rendre disponible dans notre machine virtuelle. Donc ça veut dire que ce sera une fonction... en fait, le code JavaScript pourra appeler cette fonction comme si c'était une fonction built-in. Comme par exemple, si on faisait un console log, on n'a pas de package à importer ou quoi que ce soit. C'est une fonction Enfin, c'est une méthode de l'objet console. Mais voilà, c'est une fonction qui existe, qui est disponible directement. Donc là, ce sera pareil. Notre code aura accès à une fonction qui s'appellera sayHello, mais qui sera en fait une fonction qui est une fonction Go et qui est décrite ici. Donc la fonction là, elle fonctionnera directement dans Go. C'est une fonction Go, mais on pourra l'appeler depuis. Grâce à ça, on pourra l'appeler depuis JavaScript. Alors, vous allez me dire, et ce retour, qu'est-ce qu'il en est? Et en plus, ce retour, il est obligatoire. Donc dans ces cas-là, on ne retourne pas 0, on ne retourne pas parce qu'on n'a rien à retourner. Cette fonction, elle ne renvoie aucun élément. Donc pour ça, on va tout simplement faire un return de auto.value. Voilà. Décidément. Comme il veut récupérer quelque chose, eh bien ici on va lui mettre un... Donc on va lui renvoyer un objet vide, tout simplement. Parce qu'il veut récupérer quelque chose, donc on va lui renvoyer un objet vide. Donc voilà, c'est comme ceci qu'on gère quand il n'y a pas de retour. Tout simplement, on lui retourne un auto-value vide. Alors, qu'est-ce que je fais? Ouais, je vais passer par JS quand même. Donc maintenant, on veut quand même utiliser notre code JavaScript. Alors on va faire c'est hello. Voilà. Alors c'est pareil, hein, c'est du texte. J'aurais pu le mettre directement dans Run. Hein. J'ai fait une étape supplémentaire, mais ça c'est hello. J'aurais pu le mettre directement dans Run et puis ça fonctionnait. Hein. Voilà. Donc dans un premier temps, on va se faire ça comme ceci. Alors, go run main go, hop là, et voilà, j'ai hello world. Donc j'ai bien ma fonction qui a été appelée depuis un code JavaScript. Donc c'est bien beau, mais moi j'aimerais pouvoir mettre c'est hello. Normalement le single quote ça devrait fonctionner. Allez hop, hello from JS par exemple. Donc là, maintenant, je vais passer un argument à ma fonction. Donc, comme je vous l'ai dit, call, qui sera de type auto function call, sera l'ensemble des arguments qu'on va passer ici. Donc, comme tout ensemble, on va pouvoir accéder à ces éléments un par un. Donc, on va commencer par faire call, point, et on voit que on a plusieurs choses. On a argument list qui est un ensemble de auto-value. Au passage, cette auto-value, c'est ce qu'on a récupéré tout à l'heure avec get. Hein. Et on a ici une fonction. Alors, ce sera un petit peu la même chose. Hein. On peut récupérer la liste complète et puis aller à l'index 0. Ou alors ici, on a cette fonction argument. Voilà, cette fonction, on va lui passer l'index. Donc ici, l'index 0, hein, c'est le premier élément qu'on veut, puisqu'on n'en a qu'un. Et il va nous renvoyer le auto-value qui correspond à cet index. Donc, argument, on va faire 0. Là, on va récupérer le premier argument. Et maintenant, n'oublions pas qu'on récupère un auto-value. Donc là-dessus, eh bien, on serait tenté de faire un toInteger, toString, voilà. Donc ici, c'est un cas particulier parce que c'est une string. Donc sur un entier, on serait obligé de passer par, comme tout à l'heure, une variable intermédiaire, puisque on a une variable et une erreur. ToString, c'est pareil, on a string et une erreur. Par contre, on voit ici qu'on a une méthode qui s'appelle string et qui renvoie directement une string. Donc ici, c'est bien ça, c'est bien une chaîne de caractères, donc on va pouvoir utiliser cette fonction-là. Sinon, si ça avait été un int, eh bien, il aurait fallu passer par une fonction intermédiaire, puisqu'on récupère deux valeurs, la valeur et l'erreur. Donc maintenant, on est parti.
on va pouvoir relancer notre code. Si je me trompe pas, c'est bon. Voilà, hello from JS. Et là, donc, on a bien appelé une fonction Go dans JavaScript. Donc là, ça commence à être intéressant. Donc maintenant, on va reprendre cette même structure. On va appeler ça addition. Et comme vous vous en doutez, on va faire quelque chose qui va nous faire l'addition des paramètres qu'on va passer. Alors, ce qui est bien, c'est que je garde la même structure, puisque c'est la structure qui est obligatoire. Alors ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire déjà quelque chose qui va s'appeler result et qu'on va... hop, voilà. On va assigner 0 à result. Donc ça, ce sera le résultat final. Pour l'instant, on l'initialise à 0. On va faire for... pour l'instant, on va faire comme ça. Index. Donc là, du coup, voilà, je vais itérer sur l'ensemble des résultats. Donc là, c'est une itération classique hein, avec le range. On vient de voir qu'on avait la fonction argument, mais on a aussi argument list. Point. Argument list. Alors, qu'est-ce que argument list? Eh bien, c'est un tableau de auto-value. Donc, on va pouvoir, comme ça, itérer sur l'argument list. Et donc, on va récupérer tout ce qu'on va passer dans l'addition, tous les éléments, et après, on va, un par un, les additionner à result. Alors, ici, si je garde cette structure-là, j'ai, comme je l'ai écrit, l'index. Moi, ce que j'aimerais, c'est récupérer directement la value. Alors, on sait qu'ici, on peut faire ceci. On peut avoir l'index et la value. L'index nous servant à rien, eh bien, on va le bypasser. Voilà. Donc là, je vais récupérer directement à chaque tour de boucle. Je vais itérer donc sur toute l'argument list. Donc tous les arguments que je vais passer ici, je vais les passer en revue un par un. Et à chaque fois, je vais les additionner dans result. Et à la fin de la boucle, eh bien, je renverrai result. Voilà, on est d'accord. Alors, par contre, je vais appeler ça argument, ce sera plus juste, parce qu'on va voir pourquoi. Alors, je vais me faire justement value qui représentera la valeur stockée dans l'argument. Parce que bien sûr, l'argument, c'est un auto-value. Donc, comme on l'a vu, eh bien, on va être obligé de le transformer en integer. Et du coup, il va nous renvoyer la value ainsi que une éventuelle erreur. Ok, et maintenant, qu'est-ce que je fais? Je fais result. Plus égal. Et là, je ne vais pas mettre la value directement. Je vais faire int value. C'est-à-dire, je vais caster. Parce qu'ici, par défaut, comme je n'ai pas décidé du type, par défaut, il va me mettre un int 32. Donc en fait, ici, result, en l'initialisant comme ça, en lui laissant choisir le type, il va me le mettre de type int. Donc du coup, je vais convertir la value qui est en int64 en int. Et puis donc, je vais l'ajouter dans result. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il en est du retour? Alors, on serait tenté de faire un return de result. Alors oui, mais voilà, result est de type int, et lui, ce qu'il veut, c'est ce fameux type auto-value. Donc, comment je vais pouvoir gérer ça? Eh bien, on va donc passer par quelque chose, par une méthode de notre machine virtuelle. Alors, on va retourner final. Et en fait, final, donc là, il y aura aussi une erreur. Ce sera le résultat de cette méthode qui va s'appeler toValue. ToValue, on voit que ça prend une value de plusieurs types différents, puisque c'est une interface, et ça la transforme en auto-value. Donc, dans ce type-là. Donc, toValue, et qu'est-ce qu'on veut transformer? Eh bien, là, on veut transformer result. Et là, ma fonction est compatible. Donc, maintenant, je vais faire addition. Voilà.
Sauf que maintenant on a un retour. Donc, pour gérer ce retour, voilà, j'ai pas d'idée, je vais appeler ça A. Voilà. Donc en fait maintenant, on va récupérer le retour de cette fonction, on va le récupérer dans A. Et après, on va faire fmt println de A. Alors au passage, on voit que A est de type autovalue, donc on n'oublie pas de... comment je vais faire mon compte, moi? On va appeler ça add. Donc add qui sera... Voilà. Et là, j'ai bien mon int64. Ok, c'est bon. Donc, on a récupéré le résultat de addition dans A. Et après A, on a utilisé cette méthode-là pour le transformer en entier. Et on a stocké ça dans add. Et à la fin, on l'affiche à l'écran. Voilà. Et là, on a bien 15. Hein, si je rechange... 2053, hop. Voilà. Donc c'est un petit peu compliqué, je vous l'accorde, mais ça nous permet de pouvoir faire des traitements directement en JavaScript. Donc là, je vais utiliser cette méthode-là, qui est une méthode, qui est une fonction en Go. Donc je vais utiliser Go pour traiter cette fonction-là, mais je vais pouvoir l'appeler et lui passer des paramètres depuis JavaScript. Et à la fin, je pourrais même récupérer le résultat. Donc ce qu'on va pouvoir faire aussi, c'est... alors, hop, on va revenir à cette structure-là. Hop là. Je vais remonter jusque-là. Hop. Donc bien sûr, ce qu'on va pouvoir faire, c'est utiliser des fichiers JavaScript extérieurs. Hein. Je pourrais très bien faire ceci, index.js. Ok. On va se faire un petit truc très con, hein. Var a égale, voilà, voilà, par exemple. Ici, je vais mettre for i, non, hein. I in a. Puis là, je vais faire un console log de ça. Donc là, rien de bien compliqué. Voilà, si je mettais ça au bon endroit. Donc, si je fais... voilà. Donc, si je lance mon JavaScript avec Node.js, hein, donc on voit que ça fonctionne. J'ai 12, 45. Je vais itérer sur ce tableau-là. Donc ce que je peux faire ici, c'est je vais virer ça, je vais le remplacer par OS. Et puis ici, je vais pouvoir faire JS. Je vais faire OS Open. Et puis, on l'a appelé index.js. Donc je pourrais faire comme ceci. J'ouvre mon JavaScript. Bah, à la limite, j'aurais même pu le mettre au-dessus, c'est pas un problème. Donc je crée ma machine virtuelle, j'ouvre mon JavaScript et puis je le lance. Ce qui fait que si je fais go run main go, hop, eh bien j'obtiens le même résultat. Donc comme ça, on va pouvoir vraiment scripter nos applications grâce à JavaScript. Alors, une dernière chose qui arrive avec Auto. Alors c'est quelque chose que moi je trouve plutôt pratique. Alors ici on va faire 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Donc là on les a dans l'ordre. Alors si vous êtes utilisateur de underscore, eh bien underscore est disponible directement dans Auto. C'est-à-dire qu'ici vous n'avez pas à importer underscore. Vous faites juste underscore.shuffle. Pour ceux qui ne connaîtraient pas underscore, c'est une librairie. Alors, bien souvent, maintenant, elle est remplacée par Lodash. A priori, Lodash serait plus efficace que underscore.js.
Mais donc ceux qui utilisent Lodash, c'est exactement les mêmes fonctions. Je crois qu'il y en a un peu plus que underscore. Mais c'est vrai que j'ai pas trop suivi le développement de l'un et de l'autre là depuis un moment. Mais donc c'est une librairie JavaScript qui permet de faire beaucoup de choses très simplement. Par exemple, de faire ici la fonction shuffle, elle va mélanger tous les éléments d'un tableau. Donc pour ça, vous n'avez pas à créer votre propre fonction. C'est disponible directement avec underscore. Vous faites shuffle, vous passez A. Par contre, ouais, je suis en train de me dire que ça ne modifie pas... Je crois que ça ne modifie pas l'élément lui-même. Je crois qu'il va falloir faire ça. Alors, var B sera égal à ça, shuffle A. Et puis, mettre B ici. Voilà, il me semble que A n'est pas modifié. Que ça ne mélange pas les éléments à l'intérieur de A, donc il va falloir les stocker dans B. Mais ça, clairement, je suis plus sûr. Donc, pour en revenir à notre histoire, si on prend... Alors, on va faire un copier-coller. Hop. C'est... Voilà. Et ici, on met underscore. Eh bien, on aura accès à underscore JS. Alors, voilà, parce que il va nous dire que le problème, c'est que ici, underscore, il sera pas utilisé. Voilà, imported, but not used. En fait, quand vous faites ça, il va rendre underscore disponible dans l'AVM. Comme si on l'avait importé depuis JavaScript. Le problème, c'est que le code, lui, l'interpréteur, il le voit pas là. Donc ça génère une erreur. Alors, ce qu'on va faire, on va tout simplement mettre le underscore. Underscore devant une importation de package. Et bien en fait ça le bypass, pareil. Donc il sera quand même disponible, mais ici ça va nous empêcher d'avoir une erreur comme quoi il n'est pas utilisé. Donc si je fais mon go run main go, voilà. Et donc là j'ai bien, en itérant sur B, je vois bien que tout a été mélangé. J'ai le 9 en premier, le 8, ensuite le 5, le 3, et ainsi de suite. Et normalement, on devrait avoir un ordre... Non, on a le même ordre. D'accord. Il y a peut-être un système de seed ou je ne sais plus comment ça fonctionne exactement, mais bref, voilà. Par contre, ce truc me turlupine quand même. Je vais juste en profiter pour essayer. Ouais, bah là il va me mettre une erreur parce qu'il va me dire que B n'existe pas et il aura entièrement raison. Voilà, oui, non mais c'est bien ça. Donc en fait, shuffle, ça va mélanger tous ces éléments là, mais ça les mélange à ce moment-là en fait. Voilà, donc vraiment si je veux l'utiliser, il va falloir que je fasse un var B égale, voilà. Donc voilà, je reviens à mon point de départ. Ah, et là ça fonctionne. Par contre, oui, je pense qu'il doit y avoir un système de seed parce que j'ai toujours le même... faudrait regarder sur la doc de underscore parce que j'ai toujours le même ordre. C'est bien mélangé, mais c'est toujours dans le même ordre. Donc il y a peut-être un système de seed, je pense, à mon avis, pour pouvoir mélanger à chaque fois différemment. Mais donc voilà, pour ceux qui utilisent underscore, sachez que c'est disponible. Bon après je sais que beaucoup utilisent plus Lodash que underscore, mais voilà, ça peut aider pour voilà des petites bricoles comme ici, faire un shuffle sur un tableau. C'est bon de savoir que ça existe. Donc là on n'a rien rajouté à notre VM, hein, vous avez vu, on a simplement importé ça, on a juste mis l'underscore pour éviter d'avoir cette fameuse erreur. Puisque justement on ne change rien au code, on ne l'utilise pas directement le package, c'est l'AVM qui l'utilise. Il faut simplement spécifier qu'on veut que ce soit utilisé par l'AVM et puis voilà.
Donc voilà, ce petit paquet sera bien pratique pour ceux qui veulent utiliser du JavaScript. Donc a priori, c'est du JavaScript classique. Hein, c'est pas du JavaScript Node, donc vous ne pourrez pas utiliser des fonctions de Node.js dedans, par exemple. Je sais, c'était marqué quelque part dans la doc. Hein, je l'ai pas inventé, je sais plus où exactement. Donc ils expliquaient que ce n'était pas du tout que c'était pas compatible avec le S6, comme je vous l'ai déjà dit. Donc c'est possible qu'il y ait des choses qui ne fonctionnent pas dedans. Mais voilà, ça permet d'intégrer un langage de script à vos applications, et surtout un langage de script qui parlera au plus grand nombre, puisque c'est quand même JavaScript à l'heure actuelle, c'est quand même un langage de script qui est très très populaire, notamment grâce à Node.js. Donc si vous faites une appli et que vous voulez un langage de script qui puisse dans un premier temps déjà parler plus aux développeurs web, bien c'est Auto me semble un bon choix. Donc et bien voilà pour ce petit paquet, on a vu les fonctions de base. Donc eh bien je vous laisse là-dessus et je vous donne rendez-vous pour un prochain tuto. Salut!